Salut à tous, un nouvel épisode de Débriefing F1 sur motorstv.com avec un Grand Prix de Belgique absolument étonnant. Ce que c'est étonnant, la F1 depuis le début de la saison. N'oubliez toujours pas vos questions, rubrique Monoplace sur notre forum ou sur YouTube, Débriefing F1. Jean-Luc, on va commencer par un énorme pavé dans la mare, un lac même du style Interlagos, c'est venu du Brésil. Renault serait éventuellement accusé d'avoir un peu triché à Singapour la saison dernière. Que peut-on dire là-dessus ? Oui, bonjour à tous. On aurait évidemment préféré dans ce débriefing F1 ne s'intéresser qu'à la partie sportive qui était déjà remarquable dans la mesure où on a eu un Grand Prix absolument échevelé qui a d'ailleurs débuté dès les essais libres avec la pluie et les essais qualifs, n'en parlons pas, avec une grille, avec une cote énorme. Alors il faut parler évidemment de cette nouvelle qui est tombée hier en fin d'après-midi, on va dire 2 petites heures à peine après la fin du Grand Prix. En fait, on a appris que la Fédération internationale de l'automobile allait engager, ou avait engagé, semble-t-il, une enquête concernant donc la manière dont l'équipe Renault a triomphé lors du Grand Prix de Singapour l'an dernier en 2008. C'était à la fin du mois de septembre 2008. Alors, je vais essayer d'être court, bref et synthétique parce que l'affaire est assez compliquée. En 2 mots, on se souvient qu'à ce moment-là, Fernando Alonso ravitaille, je crois que de mémoire, c'est au 14e tour. Et au moment où il va ravitailler, eh bien, comme par hasard, Nelsinho Piquet sort de la piste, percute le mur, sa monoplace s'immobilise, il y a des débris partout, évidemment, seule solution, safety car. C'est le seul à avoir ravitaillé, Fernando Alonso. Donc Alonso se retrouve évidemment sur la piste, on met le safety car, évidemment, tous les autres passent par la piste. Autant vous dire que la victoire, le triomphe de Fernando Alonso, le premier de la saison pour Renault, qui est très mal déjà, arrive comme une opportunité absolument formidable. Alors, là aussi, en direct également avec Patrick, on s'en étonne non pas de manière, j'allais dire, vicieuse ou pernicieuse, on se dit, tiens, ça tombe bien, vraiment, c'est formidable, etc. Bon, de là à imaginer ce que, semble-t-il, on est en train d'imaginer, c'est-à-dire qu'on aurait demandé d'une manière ou d'une autre à Nelsinho Piquet de quitter la piste à ce moment-là, et donc de faire en sorte de provoquer la sortie du safety car, c'est absolument énorme. Alors c'est un scénario, j'allais dire, de cauchemar, hein, c'est un scénario catastrophe. Maintenant, je rappelle qu'en Formule 1, on en a vu beaucoup. Moi, l'énorme histoire d'espionnage entre McLaren et Ferrari, je ne peux pas m'empêcher de la rappeler il n'y a pas longtemps. Personnellement, pour moi, ça c'est du mauvais scénario de film noir, mais c'est tellement énorme que ça a pris, avec une sanction à la clé, 100 millions de dollars, etc. Alors moi, je ne veux pas faire la part, je ne suis pas là ici d'abord pour juger, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas le rôle des journalistes, mais je suis là pour dire qu'il ne faut pas nous prendre non plus toujours que pour des imbéciles. Donc là, peut-être y a-t-il eu manipulation d'une manière ou d'une autre. Je vois quand même mal. Alors on imagine d'où viendrait l'ordre. Hein. Là aussi, il viendrait de la direction sportive de Renault Sport F1, autant dire, mettons un nom, Flavio Briatore. Flavio est au centre, on le sait, des débats. Il est en conflit avec Nelsinho Piquet et surtout son père, Nelson Piquet, qui l'a débarqué lui-même de la Formule 1 à l'époque, il faut s'en rappeler, au moment où il a fait venir Schumacher. Est-ce qu'on règle des vieux comptes ? Et on a débarqué Nelsinho Piquet de manière très brutale à l'issue du Grand Prix de Hongrie. Donc voilà, donc tout ça, ça fait beaucoup de rancœur. En tout cas, ce qui est regrettable une nouvelle fois, c'est que je l'ai dit en préambule, on a un Grand Prix sportif absolument extraordinaire. Et là, on tombe dans des trucs sordides. Alors les conséquences, elles peuvent être énormes. Hein. L'enquête va être menée par la FIA. On va demander certainement la copie des radios, des échanges radio. On va demander les datas, on va demander plein de choses. Et puis ensuite, eh bien, un conseil mondial sera réuni et va statuer. Ça peut aller très loin. Alors jusqu'où ? Exclusion de Renault du championnat du monde de Formule 1, ou privation de tous les points, une amende de plusieurs millions de dollars, enfin bon, on peut tout imaginer. Moi, ce que je crains, c'est que Renault, dont on n'est pas certain que l'engagement en F1 soit pérennisé, que Carlos Ghosn se dise « Ouh là là, vu l'image extrêmement négative que ça suscite pour Renault, si c'est comme ça, on plie tout et on arrête. » Alors, j'espère me tromper, et j'espère que tout ça n'est que des ragots. Enfin, on sait que ça vient du Brésil, hein, la source des informations, même si on n'a pas clairement dit que ça venait du clan Piquet. Voilà pour essayer d'être simple et un peu objectif, mais en tout cas, c'est gravissime. Tu parlais de rancœur, de rancune, de vengeance possible également, hein, de la part peut-être du clan Piquet qui est... Ouais, mais ce serait monstrueux. Enfin, si réellement c'est ça, si réellement c'est qu'une vengeance, parce qu'on a viré Nelsinho Piquet et parce que le père Nelson a été viré à l'époque par Briatore, là c'est absolument lamentable. Alors d'un côté, j'espère que ça n'est que ça, parce que là pour le coup c'est un conflit de personnes, c'est pas très important, mais ça aura eu des conséquences dramatiques, y compris au niveau de la marque Renault, parce qu'on traite Renault de tricheur, la direction sportive de Renault, comme on a traité McLaren. Et moi je sais que chez Mercedes, on s'est posé des graves questions sur la pérennité de l'engagement en Formule 1, parce que quand on est sali de cette manière-là,
alors qu'on essaie d'avoir une image pour la voiture de tous les jours, hein, clean, on travaille pour l'écologie, on essaie de pas polluer, on essaie d'avoir des voitures sûres, et on se fait traiter de tricheur, on va dire que vraiment les dégâts au plan de l'image sont absolument considérables. Donc je suis comme tout le monde, j'attends la suite, mais je trouve que c'est dommage une nouvelle fois que la Formule 1 soit éclaboussée par des histoires aussi sordides. Ça sort vraiment du marigot. Voilà. Et comme tu le disais, hein, ce n'est pas forcément le bon moment quand l'avenir de la F1 et des constructeurs en F1 est passablement remis en cause. Mais c'était difficile de ne pas aborder cette question posée également par Christophe Fanatique F1. C'était vraiment extra sportif. On va revenir justement. Non, le pire eût été, pardon, t'interromps, mais de faire l'autruche, de mettre la tête dans le trou, etc. Il faut le traiter. Mais voilà le contexte général. Tout à fait. Après, à la FIA de faire son enquête et à chacun d'apprécier. Voilà. Alors, sur le plan sportif, encore une fois, on a eu droit à quelques surprises sur ce Grand Prix de Belgique. Alors, on va justement rejoindre un petit peu ce que dit JM30 et Mario 64. La performance de Force India et notre ami Giancarlo Fisichella. Moi, je dirais juste une petite chose. En 2 Grands Prix, les papis, ils nous ont montré qu'ils savaient faire de la résistance. Parce que ce soit Barrichello ou Fisichella, même parfois nous en rigolant ici on se disait tiens ça serait peut-être pas mal qu'ils partent à la retraite. Eh bien dites-moi les deux, il y en a un qui fait une victoire et l'autre une super deuxième place. Alors je reconnais bien là ton sens de la formule, les papis font de la résistance, c'est évidemment l'expression qui vient à l'esprit parce qu'on s'est amusé à faire un petit calcul effectivement. Au total, il y a 872 Grands Prix disputés sur les 2 premières lignes de la grille de départ de Spa. C'est quand même pas rien, hein. Quand tu additionnes effectivement Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Nick Heidfeld et Rubens Barrichello qui détient le ruban rouge. Il y a également 139 ans au total en année, ça fait une moyenne d'un peu plus d'environ 35 ans par pilote. Alors après, quand on nous dit effectivement l'éclosion de nouveaux talents, moi je dis simplement que quand un bon pilote, et ces 4-là en font partie manifestement, dispose d'une bonne voiture, il est capable de réaliser de bonnes performances. Alors comment expliquer, c'est peut-être la question suivante, comment expliquer la performance évidemment de Force India. Étonnante cette performance de Force India. Elle est tellement étonnante qu'on ne se l'explique pas et que les pilotes eux-mêmes et les écuries ne se l'expliquent pas. Alors on va quand même tenter, parce qu'on est là pour ça, de donner quelques pistes. Alors, premièrement, Spa-Francorchamps, et je crois qu'il y a une question là-dessus, on ne va pas la déflorer, donc est un circuit spécial, un juge de paix, etc. Donc totalement différent en tout cas de ce qu'on a vu jusque-là, circuit naturel et ainsi de suite. Deuxièmement, c'est un circuit donc à ce titre au niveau du tracé qui suppose un équilibre aérodynamique totalement différent et totalement spécifique. C'est-à-dire avec 3 portions, la première portion rapide avec le fameux raidillon, etc. La deuxième portion, la portion vraiment de tenue de route avec de l'adhérence, de l'appui, etc. avec des courbes aux alentours de 200-250 km/h. Et puis la troisième portion, là c'est à fond en arrivant avant le... Donc c'est vraiment 3 secteurs à faire de compromis. Ensuite, on rappelle toujours que le facteur de performance numéro 1 en Formule 1, ce sont les pneumatiques. Donc la manière d'exploiter le choix de pneumatiques proposé par Bridgestone. Alors là aussi, moi je me refuse de toute façon, a priori, de penser qu'il y a délibérément un choix pneumatique. Rappelons quand même que ces pneumatiques, ce sont les mêmes qu'on met à dispo. Il y a toujours 2 choix de gomme. Là, c'était les softs et les durs. À chaque fois, c'est Bridgestone qui le détermine. Il faut bien travailler avec une ou plusieurs équipes. On en parle très peu de ce travail de développement, mais il est mené avec certaines écuries. Et il se trouve que naturellement, et c'est pas de la magouille, on travaille pour que ces écuries disposent de pneumatiques qui fonctionnent bien. Donc je ne sais pas, là aussi, où sont menés actuellement ces développements, s'ils sont encore menés et pourquoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le travail a été fait cet hiver et que l'équilibre correspondait parfaitement et la qualité de gomme correspondait parfaitement aux monoplaces que l'on retrouvait devant. Alors voilà, parce que sinon les pilotes eux-mêmes et les écuries ont dit on ne comprend pas, alors on peut quand même leur faire confiance, on n'a pas touché à grand-chose. Sinon ils auraient dit il y avait un nouveau package quand même sur la Force India, il faut le dire, et on bénéficie d'un excellent moteur Mercedes, d'une excellente boîte de vitesse, etc. et d'un excellent pilote, enfin de 2 excellents, parce que Sutil était pas mal, même s'il était un peu moins bien. Quant au Toyota, ils étaient là aussi, parce que Glock était pas trop loin, en course il fait un super parcours, et puis Trulli malheureusement, pour d'autres raisons, mais moi je dirais, il n'y a pas de quoi tomber de l'arbre, hormis effectivement pour Force India, alors ça ressemble à un joli conte pas de Noël, c'est un peu tôt, mais un joli conte d'été, voilà. Alors on va rester dans l'histoire des contes d'été, puisque notre ami Giancarlo Fisichella, deuxième donc, et poleman de ce Grand Prix de Belgique, on le met déjà à la place de Luca Badoer en Italie. Alors ça... là aussi, on va citer nos sources, il y a une télévision italienne, c'est Rai 2, pour être précis, qui a annoncé, oui, il sera et certains sites italiens. Là aussi, prenons garde de ne pas prendre les désirs des Italiens pour des réalités, on l'a vu avec Michael Schumacher, mais
il n'y a pas de fumée sans feu. C'est aussi l'autre côté, et c'est la logique. Parce que le pauvre Luca Badoer, pour l'exécuter, pas méchamment, mais tout de suite, bon, il a une nouvelle fois, il n'a rien fait. Quand on a une Ferrari, donc celle de Raikkonen évidemment bien devant, et l'autre qui est une nouvelle fois au dernier rang, quand en course on a une Ferrari devant et une Ferrari derrière, bon, je crois que Luca Badoer, il est très gentil, mais il n'est pas du tout du niveau, il n'est pas du tout du calibre, et à Monza, pour le Grand Prix d'Italie par excellence, c'est impossible de laisser Badoer. Donc lui, son sort est réglé. Maintenant, qui ? Alors Schumacher, opportunément, a envoyé un communiqué hier soir en disant « Youhou, moi je suis à Karpen, chez moi, donc en Allemagne, à un jet de pierre du circuit de Spa, j'ai fait du kart tout le week-end, ça s'est super bien passé, j'ai pas mal au cou, j'ai fini deuxième de la première course et premier de la deuxième. » Alors on sait pas trop, bon, en tout cas, il se rappelle au bon souvenir, j'y crois pas. Hein. Là, bon, lui, on va l'évacuer. Marc Gené, on n'en parle pas du tout. Alors oui, Fisichella, c'est la bonne solution. Étant entendu, et ça c'est une vraie info, que Tonio Liuzzi, qui est le 3e pilote de Force India, se prépare à revenir. Donc voilà, hop, on décale tout d'un cran. Ça nous fait un Fisichella. Moi j'en rêve, c'est un mec génial. Et on va voir. Alors tu me diras, bon, là il semblait plus rapide avec sa Force India que la Ferrari de Kimi Raikkonen qui était devant. Mais bon. C'est vrai. Là. Ah ouais, non, c'est... Vous n'en avez pas parlé, vous, sur vos questions de Kimi Raikkonen, mais quand même c'est aussi une belle histoire, la victoire de Kimi Raikkonen, décidément le nouveau roi de Spa, hein, pratiquement. Et puis c'est vrai que quand on voit notre ami Giancarlo Fisichella terminer à 8 dixièmes, on pourrait presque se dire que Giancarlo Fisichella, il n'a pas vraiment cherché à attaquer. Alors ça, c'est bon, allez, c'est une petite anecdote comme ça. Est-ce qu'on n'a pas déjà en train de se préparer du côté de chez Ferrari à avoir bien ces deux pilotes-là dans une voiture rouge, ce qui, ma foi, serait vraiment génial, parce que à 15 jours du Grand Prix d'Italie, une victoire Ferrari, alors là, c'est quasi parfait dans le scénario. Alors là, j'allais te dire, et là aussi, si on écrit l'histoire, hein, une première ligne entièrement italienne, c'est pas arrivé depuis je ne sais combien de temps, mais enfin avec donc Giancarlo Fisichella revenu du Diable Vauvert et Jarno Trulli, qui a un capital de sympathie formidable, et puis une victoire de la Scuderia Ferrari avec juste derrière Giancarlo Fisichella que l'on devrait retrouver dans le baquet de la Ferrari, c'est carrément génial. J'imagine que là, du côté des tifosi, on va être chauffé au rouge à Monza et on s'attend encore une fois à un Grand Prix détonnant. Moi, j'ai qu'un regret toujours par rapport à Monza, ça dure trop peu de temps. Oui, comme c'est le vrai, circuit le plus rapide de la saison, le Grand Prix, bon, il nous manque un bon quart d'heure pour être vraiment heureux, mais bon. Alors, on va aller voir maintenant, on va dire les grands perdants et peut-être même le grand perdant de ce week-end. C'est Ludo74 qui te pose la question. Mais que se passe-t-il du côté de Jenson Button ? Alors là, ça c'est une question qui est vraiment délicate parce que seul lui, je pense, le sait. Alors moi, je pense que dans sa tête, et c'est pas critique ce que je dis là, il a commencé vraiment à y croire après un début de saison fanfare, une telle avance, une telle domination de l'écurie. Il s'est dit bon, on voyait que Barrichello avait comme toujours été affecté de quelques problèmes, était un ton en dessous. Il s'est dit bon, ça y est, là c'est pour moi, il peut plus rien se passer. Alors est-ce que dans sa tête, tu sais, suffit de peu de choses, 2 petits % de motivation en se disant bon, ça y est, j'y suis, là c'est pour moi, il peut plus rien se passer. Bon, ça fait un. Est-ce qu'il a pas trop fêté, on connaît le caractère du garçon, c'est ce qui nous le rend sympathique. Est-ce qu'il n'a pas trop fêté un peu trop tôt pendant l'été, pendant le break ? Est-ce qu'il a bien mené sa préparation physique ? Bon, je sais qu'il a pris part, on l'a dit également, il a pris part à toute une épreuve pour ramener des fonds, etc. Il a bien couru et tout, mais est-ce qu'il a été aussi à 7, aussi concentré, aussi, je sais pas, aussi impliqué que peut l'être un Schumacher, par exemple ? Je suis pas sûr. Bon. Ensuite, il y a les vrais problèmes de la Brown, dont on a vu qu'ils étaient un petit peu récurrents sur les circuits où les températures n'étaient pas assez élevées. C'était encore le cas par parenthèse là, parce que on sait que la température n'était pas très très élevée. Donc même Barrichello, j'ose dire, qui fait maintenant figure de référence, a eu du mal, même si c'est beaucoup mieux qualifié, mais avec une voiture très légère. Alors Button éliminé, Button jouait les points, c'est clair que là aussi, et Barrichello, à part ce problème de départ, qu'il a quand même scotché, il est parti dernier, il faut voir, il était scotché sur la grille, problème d'embrayage, tout le monde lui passe devant, après on change la stratégie, c'est la bonne décision. Bon, il y a un problème de Brown de toute manière, d'exploitation des Brown qui ne sont plus aussi performantes et aussi dominantes qu'elles l'ont été. Il y a un problème Button, c'est clair, et là moi je dis qu'il faut arrêter de faire l'épicier, parce que ça fait 4 Grands Prix que Jenson Button contraint ou à son corps défendant, là il est sorti, il n'y est pour rien, il est heurté par Romain Grosjean, bon, il est éliminé, c'est pas de sa faute, mais là il faut qu'il marque des gros points. Il a de la chance dans son malheur, parce que le seul qui marque des points vraiment derrière, bon, c'est Vettel, qui avait pris un petit peu de retard, qui remonte du coup, et puis Barrichello prend 2 petits points, il conserve un matelas de 16 points, c'est encore énorme, vraiment à la fin, avant les derniers Grands Prix de la saison, avant les 5 derniers Grands Prix de la saison. Mais là on peut dire que Monza c'est le vrai tournant, où il se passe quelque chose, ou alors moi je suis inquiet pour lui. Voilà.
Alors, autre équipe qui était un petit peu en difficulté, c'est Red Bull, avec encore un problème moteur, on l'a vu pour Weber, avec sur la fin quand même un bon Vettel. Et ça va rejoindre la question vidéo de Nounou, justement à propos de la réglementation moteur. L'an dernier, les écuries étaient autorisées à utiliser un moteur pour 2 courses. Il me semble que ça a été allongé pour le championnat 2009, mais bizarrement, depuis le début de la saison, on en entend très peu parler, voire pas du tout, alors que l'on voit que certaines écuries ont des résultats en dents de scie d'un Grand Prix à l'autre. N'est-ce pas dû au moteur? Voilà la question que je vous pose. Alors la question, c'est vrai, nombre de moteurs alloués pour la saison. Du côté de chez Red Bull, on commence pas dire à manquer de moteurs neufs, mais un peu quand même. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant quand on joue le titre? C'est carrément inquiétant, d'autant que le problème de la fiabilité mécanique, pour ce qui concerne les moteurs, était passé vraiment au 3e plan. On n'en parlait quasi plus. Il y avait quasi pas de casse moteur, même si on a quand même vu le moteur de la Brown, le moteur Mercedes, fumer beaucoup pour Barrichello. Il a terminé limite. Mais bon, 2 casse moteurs pour Vettel lors du dernier Grand Prix. Une casse moteur ou un problème moteur pour Weber, ça fait beaucoup pour Renault, malheureusement. Alors que jusque-là, on louait les performances du moteur Renault, qui avait permis justement à Red Bull d'être dans le coup. Mais on sait, et là, je ne sais pas si on déflore vraiment, c'est pas un vrai scoop, que vraisemblablement, Mercedes, qui va annoncer donc sa politique pour l'année 2010, va annoncer 4 équipes pour 2010, dont Red Bull. Ça veut dire qu'effectivement, il quitte Renault, il passe chez Mercedes, et ça veut dire qu'on devrait retrouver Renault avec Williams. On revient aux bonnes sources des années 90, où on a aligné, enfilé les titres de champion du monde, 6 de mémoire, à la bonne époque. Donc voilà ce qui se passe. Donc si c'est inquiétant pour Renault, j'ignore moi la teneur exacte des problèmes. Là, il faut être motoriste. D'ailleurs, il n'y a pas de communication là-dessus. Surtout que les régimes étant limités, il y a tout un tas de sécurités. Alors, on a parlé aussi de la possibilité pour Adrian Newey d'avoir tellement bien travaillé le refroidissement qu'on a réduit la surface frontale des radiateurs et la masse des radiateurs, de sorte que le moteur était vraiment aux limites supérieures de l'utilisation. C'est une possibilité. Moi, je n'en sais rien. D'où nous sommes, je dirais, je n'en sais rien. Ce qui est clair, c'est que les Red Bull sont revenus performantes. Le retour, la chevauchée fantastique de Vettel, parti de la 8e place et qui termine 3e, vraiment sur les talons des 2 premiers, c'était remarquable. Bon, pour d'autres raisons, malheureusement, Weber n'a pas pu exploiter. Lui aussi, il a été sanctionné. Parce que là, on a fait une vraie bêtise, pour rester poli, une connerie du côté de Red Bull. Quand on relâche Weber et qu'on le met juste sous le museau de Heidfeld, de mémoire, dans les stands, voilà, ça peut être très grave si les 2 voitures se percutent. Donc, bing, le pauvre Weber, qui n'y est pour rien, parce que lui, il voit rien. Il est hop, il voit la sucette se lever, il part. Et malheureusement, il se retrouve à côté. Justement, pour embrayer là-dessus, c'est le cas de le dire, une question, justement, est-ce que c'est à lui d'être sanctionné ou est-ce que c'est vrai est-ce que la F1 ne doit pas envisager de sanctionner plus les équipes que les pilotes qui se retrouvent toujours, Marie, que ce soit le problème de changement de moteur, de changement de boîte, dès qu'il y a un problème, c'est le pilote qui en subit la plus grosse conséquence. Est-ce que c'est vraiment logique? Je dirais que les deux sont liés. C'est clair que là, on a prise sur le pilote, surtout en course. On ne peut pas sanctionner l'équipe en course, lui enlever 4 mécaniciens dans les stands ou dire vous ravitaillez la prochaine fois avec une main dans le dos. Non, c'est pour plaisanter, mais c'est pas possible d'appliquer une sanction à l'équipe. Donc, on frappe naturellement la partie émergée de l'équipe, c'est le pilote sur la piste. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être un petit peu injuste, mais en privant le pilote malheureusement d'un résultat, on prive aussi l'équipe de points au classement constructeur. Donc c'est une double peine qui s'applique au pilote et à l'équipe, même si en l'occurrence le pilote est innocent. Évidemment, on pense tous à l'incident Peugeot dans les 24 heures du Mans, dans les stands des 24 heures du Mans, où là aussi on en lâche une alors que l'autre arrive. C'est évidemment un problème de stand et un problème de... le personnage qui tient la fameuse sucette, là, c'est un rôle très très important. Lollipop, c'est à lui vraiment, non seulement de regarder tout ce qui se passe autour de la voiture, mais d'être absolument certain, et c'est quand même pas très compliqué, de relever l'œil. Je sais bien qu'il y a une tension, une pression extrême, de regarder qu'il n'y a personne dans la zone des stands. Alors, on va revenir aussi sur une dernière question. C'est Lance 888 qui la pose. Il demande si le circuit de Spa ne nivelle-t-il pas les performances. On pourrait penser que c'est plutôt l'inverse. Oui, alors Spa, on le sait, c'est la référence absolue, c'est le circuit préféré de tous les pilotes depuis très longtemps. C'est un circuit naturel qui a su s'adapter aux conditions de sécurité, mais en gardant son caractère. Plus de 7 km de long, il en faisait 14 avant. Moi, je dirais au contraire, il révèle les natures et il remet un petit peu la place du pilote en avant, parce que là, vraiment, il faut être très courageux pour faire des performances. Donc, non, c'est un révélateur pour moi, au contraire, Spa-Francorchamps, c'est vraiment un circuit de référence dans tous les sens du terme.
Voilà, eh bien c'est comme ça que se termine ce débriefing F1 spécial Grand Prix de Belgique. On se retrouve la semaine prochaine en prévision du Grand Prix suivant. Ce sera bien sûr à Monza, dans le chaudron de Monza pour le Grand Prix d'Italie. N'oubliez pas vos questions, rubrique Monoplace sur notre forum et puis également sur Débriefing F1, la rubrique Débriefing F1 de YouTube. Salut à tous, salut Jean-Luc. Salut, à la semaine prochaine bien sûr.